À minuit et demi, le samedi 26 août 1939, un petit groupe d'hommes traverse discrètement la frontière germano-polonaise près de la ville de Mości, dans les Carpates. Ces hommes faisaient partie d'une unité secrète de la Wehrmacht, le bataillon de construction 800. C'étaient des saboteurs. Ils devaient s'emparer du tunnel du col de Jablunkov et contrôler la voie ferrée menant à Varsovie. C'était l'une des premières opérations du plan blanc, l'invasion de la Pologne. Mais peu de temps après la prise du tunnel par le bataillon allemand, Hitler reporte le plan blanc. L'unité allemande et les gardes polonais se sont affrontés dans le tunnel. 2 Allemands ont été blessés. Finalement, ils ont dû battre en retraite. Les nazis sont humiliés. Les autorités allemandes expliquent qu'une de leurs unités s'est rebellée. Et les Polonais consentent à les croire. 5 jours plus tard, le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne. Les Polonais détruisent le tunnel de Jablunkov seulement 75 minutes après que les premiers chars allemands ont traversé la frontière. Mais il est déjà trop tard. Quand Hitler lance son attaque, les Polonais ne sont absolument pas prêts. Ils ne s'attendaient pas à une telle vitesse d'action. C'est ce qu'on a appelé la guerre éclair. Septembre 1939. À la frontière entre l'Allemagne et la Pologne stationnent 1,5 million de soldats allemands, 200 000 véhicules militaires et 2000 chars. C'est la plus grande démonstration de force vue en Europe depuis la Première Guerre mondiale. Mais personne, pas même le Führer, n'est préparé à une deuxième guerre mondiale. Hitler est convaincu que la Grande-Bretagne et la France sont des puissances dépassées. À ce stade, aucune des démocraties européennes ne veut se battre. Les seuls qui se préparent à la guerre, ce sont les fascistes. Les Britanniques n'ont jamais été très forts en anticipation de conflits. À l'époque, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y allait avoir une guerre, mais il n'a rien fait. Très vite, les Alliés démontrent la force de leur engagement auprès de la Pologne. Quelques heures après l'entrée en guerre du Royaume-Uni, 10 bombardiers de la Royal Air Force décollent pour l'Allemagne. Lorsqu'ils atteignent leur cible au-dessus de la Roue, ces 10 bombardiers ouvrent leurs soutes et larguent 5,4 millions de tracts de propagande. Ça a été la première opération de la Royal Air Force dans cette drôle de guerre. Sur ces tracts, on peut lire « Vos dirigeants vous ont condamnés à des massacres, à la misère et à la privation. Tout cela pour une guerre qu'ils n'ont aucune chance de remporter. » Qui sait ce que les Alliés espéraient accomplir avec ces tracts? Beaucoup d'Allemands étaient très contents de leur Führer. 5 jours plus tard, les Français apportent leur contribution à la défense de la Pologne. 10 divisions françaises pénètrent en Sarre et avancent sur un front de 25 km. Mais cette percée n'a pas vraiment d'objectif. Les Français progressent sur 8 km. Ils restent là pendant 5 jours, puis font demi-tour. C'était plus un soutien symbolique qu'une véritable manœuvre militaire. Et si les Français avaient poursuivi leur avancée, jusqu'où seraient-ils allés? Est-ce qu'ils auraient réussi à triompher des Allemands avant même que la guerre ne commence? On ne le saura jamais. Les Alliés ne pensent pas être assez nombreux pour affronter l'armée d'Hitler. Ils ont besoin de temps pour organiser leurs troupes.
Pendant qu'Hitler était occupé en Pologne, l'armée française pouvait se préparer pour la vraie guerre. Le général Gamelin a d'ailleurs dit « C'est une bonne chose que le conflit ait démarré à l'Est et qu'il progresse lentement. Comme ça, on a le temps de se préparer. » Les Polonais ont été trahis par les gouvernements britanniques et français. C'est bien beau de dire aujourd'hui « Oh, c'est honorable, les Britanniques et les Français sont entrés en guerre pour la Pologne. » Non, nous n'avons pas tenu les promesses que nous avions faites à la Pologne. Les Alliés espèrent que les Polonais pourront rivaliser avec l'armée allemande. En théorie, les Polonais sont assez nombreux pour résister. Au début de la guerre, la Pologne avait la 4e plus grande armée d'Europe. L'armée allemande compte environ 1,5 million d'hommes. Celle de la Pologne, 1,3 million de soldats. À première vue, les forces armées polonaises et allemandes sont assez équilibrées. Mais les Allemands ont 2 avantages importants. Ils ont de meilleurs chars et de meilleurs avions. L'armée de l'air polonaise ne fait pas le poids. Sur ces 900 avions, seuls 36 sont neufs. Les 2000 avions de la Luftwaffe prennent rapidement le contrôle du ciel. C'est le moment que choisit l'Allemagne pour abattre ses cartes. Sa stratégie, progresser rapidement et éviter une guerre de tranchées éprouvante. Le dernier conflit ayant coûté la vie à des milliers d'Allemands. Les responsables du Reich ont beaucoup réfléchi. Si nous devons nous engager dans une nouvelle grande guerre, que doit-on faire différemment de la première fois? Il nous faut des victoires décisives. Nous devons vaincre l'ennemi, et ce, le plus rapidement possible. La nouvelle stratégie des Allemands sème la terreur dans le monde entier. « 1er septembre 1939, en Pologne. L'Allemagne nazie met son plan à exécution. C'est une nouvelle façon de faire la guerre. Cette tactique s'appelle le Blitzkrieg. Blitzkrieg signifie guerre éclair. Et c'était exactement ça. Des chars et des forces motorisées progressant à toute vitesse, transperçant les lignes ennemies, prises au dépourvu. La tactique consiste à faire un trou dans la ligne ennemie, puis à envoyer des chars, contourner l'ennemi, le prendre à revers et couper sa ligne de ravitaillement. Pour être efficace, cette stratégie militaire demande un tout nouveau type d'unité, la Panzer Division ou division blindée. Les chars sont apparus pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est la première fois qu'ils sont utilisés de cette manière. Les chars allemands sont tous concentrés au même endroit, puis ils foncent pour ouvrir une brèche. L'ennemi ne peut rien faire. L'Allemagne a commencé à construire des chars en 1933. En 1939, l'armée possède 9 divisions blindées composées de 328 chars chacune, soit près de 3000 chars en tout. Voici un Panzer III, le modèle de char d'assaut allemand le plus utilisé pendant l'invasion de la Pologne en 1939. Il a été conçu par Hans Guderian lui-même. Il servait à la fois de canon anti-char mobile et de char d'appui au Panzer II et à l'infanterie. Le blindé est équipé d'un canon de 5 cm et il peut rouler jusqu'à 40 km/h. Il n'a fait qu'une bouchée de l'opposition polonaise. Mais en 1939, les Allemands ne possèdent pas assez d'unités blindées pour une guerre éclair totale. Leur armée est encore extrêmement dépendante du plus ancien moyen de transport militaire, le cheval. Quand on pense à la guerre éclair,
on imagine des véhicules motorisés. Mais en fait, en 1939, pendant l'invasion de la Pologne, les forces nazies ne disposaient que de 16 divisions mécanisées sur 157. Toutes les autres divisions dépendaient des chevaux. 400 000 Allemands sont arrivés en Pologne à cheval sur des selles comme celle-ci. Les Allemands ont utilisé plus de chevaux pendant la Seconde Guerre mondiale que pendant la Première. Il y avait un véhicule motorisé pour 93 soldats allemands et un cheval pour 3 ou 4 Allemands. Le cheval est l'élément de base du Blitzkrieg. Malgré quelques poches isolées de résistance, les Polonais reculent et se replient sur Varsovie. Ils attendent l'arrivée promise des Alliés le 17 septembre. Mais les Alliés ne viendront pas. Les Polonais se sentent trahis. 3 semaines plus tôt, les nazis ont signé un traité surprise de non-agression avec l'ennemi politique d'Hitler, la Russie bolchevique. Ce pacte est un ensemble d'accords diplomatiques et commerciaux. L'Union soviétique s'engage notamment à soutenir et à subvenir à l'effort de guerre allemand. La lie de l'humanité, je suppose. L'assassin des travailleurs, je présume. Le 17 septembre 1939, le dirigeant soviétique Joseph Staline réclame sa part du marché, l'Est de la Pologne. Près de 500 000 soldats soviétiques envahissent leurs voisins. En quelques jours, les soviétiques annexent 200 000 km² de territoire polonais. Le 28 septembre 1939, Varsovie capitule. Le général allemand Blaskowitz reçoit un émissaire polonais pour la signature du pacte de reddition. L'homme au visage austère fixe les conditions. La résistance polonaise n'a tenu que 3 semaines. La guerre éclair a fonctionné. Sur le 1,5 million de soldats allemands, seuls 8 082 sont tués et 27 278 sont blessés. Les puissances occidentales n'ont pas réussi à protéger leurs alliés. Les Alliés n'ont rien fait pour empêcher l'invasion de la Pologne. Ils ont fait une énorme erreur. Pourtant, les projets d'Hitler étaient connus depuis longtemps. La célèbre Note Osbar, rédigée en novembre 1937, décrit clairement ses intentions. Le plan était très simple. Envahir le plus de territoire possible en Europe de l'Est, se débarrasser des Untermenschen, les sous-hommes, et les remplacer par des Übermenschen, les Aryens, les êtres humains supérieurs. Ça nous paraît incroyable aujourd'hui. Cette idée est défendue par Hitler d'expansionnisme allemand à tout prix. Pour lui, l'Allemagne devait accomplir son destin de domination. C'est assez fou que des généraux allemands aient accepté ça. C'est pourtant ce qui est arrivé. La Pologne tombée, des unités mobiles de SS, appelées Einsatzgruppen, sont chargées de missions spéciales portant le nom de code Schrecklichkeit ou Terreur. Leur mission est simple et abominable. Assassiner autant d'Untermenschen que possible. Hitler a rapidement fait comprendre à tout le monde que la guerre en Pologne serait brutale, bien au-delà de ce qui était considéré comme normal en temps de conflit. Quand les Allemands sont arrivés en septembre 1939, ils étaient accompagnés de la première unité d'Einsatzgruppen. CSS ainsi qu'une partie de l'armée ont fait des choses absolument horribles. On leur avait fourni une liste d'individus ou de groupes à éliminer, des membres de l'intelligentsia et de l'élite politique polonaise, des prêtres catholiques, des académiciens, mais aussi des membres d'organisations juives et des juifs occupant des postes à responsabilité.
À la fin du mois d'octobre, grâce à la collusion active de l'armée allemande, les SS ont déjà rasé 531 villages et tué plus de 16 000 civils. « 17% de la population polonaise sera tuée au cours de cette guerre. Les Polonais refusent de se laisser intimider. 150 000 d'entre eux s'échappent et rejoignent les forces polonaises libres au Royaume-Uni et en France. Ils veulent se battre contre les Allemands. Mais leurs alliés sont toujours indécis. La période entre septembre 39 et avril 40 a été surnommée la drôle de guerre. Tout le monde était prêt à faire la guerre, mais personne ne voulait être le premier à y aller. La France, en particulier, est terrifiée à l'idée de devenir le champ de bataille d'une deuxième grande guerre. Les Français sont encore traumatisés par la Première Guerre mondiale et le souvenir de leur perte. 4 millions d'hommes ont été blessés. Ce sont les témoins vivants de l'horreur de la guerre. Pour éviter une autre débâcle, les Français ont construit la ligne Maginot, une chaîne de fortifications souterraines. Faite de 55 000 tonnes d'acier et d'1,5 million de mètres cubes de béton, la ligne s'étend sur 450 km le long de la frontière suisse jusqu'au Luxembourg. L'idée était d'empêcher les Allemands de traverser la frontière. Ils ne passeront pas. Mais l'histoire a montré que la ligne Maginot a eu un impact défavorable sur les préparatifs de guerre français. Les Français ne sont pas vraiment préparés à combattre les Allemands. Pendant les premiers mois du conflit, ils n'ont fait que résister passivement. Ils étaient persuadés que leurs frontières étaient infranchissables. Plus au nord, les Français restent vulnérables à une attaque allemande. À l'origine, les Français voulaient prolonger la ligne Maginot jusqu'à la Manche. Mais il aurait fallu construire le long de la frontière belge. Par souci de neutralité, les Belges l'ont interdit. Les Français doivent empêcher les Allemands de passer par la Belgique comme ils l'ont fait pendant la Première Guerre mondiale. Il leur faut donc une armée mobile et une ligne de défense fixe sur la ligne Maginot. Les forces mobiles se positionnent le long de la frontière belge pour bloquer les Allemands. Les forces françaises du général Gamelin se massent à la frontière belge. Mais ce qui inquiète le plus Hitler, c'est ce qui est en train de se passer dans la Manche. Avec ses 1400 navires, dont 330 de guerre, la Royal Navy est la plus grande flotte du monde. Ces navires bloquent les couloirs maritimes allemands. Le Reich a de plus en plus de mal à se fournir en matières premières. En réponse au blocus britannique, le haut commandement allemand met en place son plan jaune. Hitler veut envoyer ses hommes sur les côtes de la Manche pour pouvoir y installer des bases pour ses U-boats. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour les Allemands, le plan jaune est annulé. Pour la simple raison qu'un avion transportant les plans d'Hitler s'écrase en Belgique et que les Alliés apprennent ses projets. Hitler est furieux, mais finalement, il va plutôt bien s'en sortir. Hitler trouve un autre endroit pour positionner ses sous-marins, la Norvège. La côte norvégienne est l'endroit parfait pour construire des abris pour sous-marins. Elle est parsemée de fjords qui font de très bonnes cachettes. Le 9 avril 1940, les Allemands lancent une offensive combinée contre le Danemark et la Norvège. Près de 8000 parachutistes sont largués sur différents points stratégiques, soutenus dans les airs par plus de 800 avions de guerre. Les tentatives britanniques qui suivront pour reprendre les bastions norvégiens montreront à quel point les Alliés sont mal préparés. Les opérations britanniques, en mer et sur terre, après l'invasion de la Norvège par les Allemands, ont été chaotiques.
Les Britanniques n'envoient qu'un seul porte-avions et 12 bataillons en Norvège pour contrôler l'invasion allemande. L'équipement des troupes est complètement dépassé. Certaines pièces datent même de la Première Guerre mondiale. Et seuls 100 avions servent de soutien aérien. Les troupes britanniques sont envoyées en Norvège sans stratégie militaire précise. Un des officiers a été envoyé à Londres pour essayer de découvrir ce que les forces britanniques présentes en Norvège étaient censées faire. Quand il est revenu, il a dit à ses supérieurs « C'est à vous de décider. Personne à Londres ne sait quoi faire. » Il aurait été préférable de dire la vérité aux Norvégiens. « Désolé, on ne peut rien faire. » Au lieu d'envoyer quelques soldats combattre pour la forme, puis les faire rentrer au bout de quelques jours. C'était pathétique. La défense de la Norvège est un tel échec que le 10 mai 1940, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain démissionne. Chamberlain n'est pas fait pour diriger en temps de guerre. Ce qu'il faut, c'est un homme capable d'unir les peuples. Un homme qui a une détermination sans faille et beaucoup d'énergie. Cet homme, c'est Winston Churchill. Churchill aimait la guerre. Chamberlain la haïssait. Quand un pays est en guerre, il vaut mieux qu'il soit dirigé par quelqu'un qui savoure chaque seconde de la lutte. Churchill était perspicace et obstiné. Il s'est très vite rendu compte qu'Hitler représentait le mal absolu et qu'il devait à tout prix être arrêté. La moindre empreinte de pas d'Hitler, la moindre trace laissée par ses doigts empoisonnés et corrompus sera effacée, expurgée et, s'il le faut, expulsée de la surface de la Terre. Considérée comme un véritable coup dur à l'époque, la perte de la Norvège va néanmoins avoir un côté bénéfique pour les Alliés. Les Norvégiens magnifiques, blonds aux yeux bleus, représentent la perfection aryenne. La Norvège, c'était une nation idyllique pour Hitler. C'est ce qu'il rêvait de créer. C'est pour ça que les Allemands ont rassemblé autant d'hommes pour défendre la Norvège. 12 divisions, 350 000 troupes seront postées en Norvège jusqu'à la fin de la guerre. Soit un soldat allemand pour 10 Norvégiens. C'est l'exemple parfait d'une opération nazie dictée par idéologie plus que par pure stratégie. La situation en Norvège et la bataille d'Angleterre ne sont pas les seules raisons pour lesquelles Hitler hésite à envoyer ses forces en France. Hitler voulait savoir s'il pourrait compter sur l'Union soviétique ou pas. Il se trouve que Staline n'a aucune envie de pousser plus à l'ouest. Il veut consolider les territoires qu'il vient de gagner. Et pour ça, il doit protéger Leningrad. Leningrad, aujourd'hui appelée Saint-Pétersbourg, est l'ancienne capitale de la Russie tsariste. Elle se trouve à moins de 50 km de la frontière finlandaise. Si la Finlande tombe aux mains des Allemands, Leningrad sera vulnérable. Staline est prêt à tout pour défendre Leningrad. Alors que fait-il? Il décide d'envahir la Finlande pour créer une zone tampon. Le 30 novembre 1939, plus d'1 million de soldats russes, 1500 chars et 3000 avions traversent la frontière finlandaise. Face à cette agression, la Finlande ne peut opposer qu'une toute petite armée constituée de 340 000 hommes, 32 chars et 114 avions. Un commandant finlandais a dit « Cette guerre opposera la puissance à la finesse de l'esprit. » Et qui a le plus d'esprit? Les Finlandais. Les cadres militaires les plus compétents de l'armée russe sont soit morts, soit détenus dans des goulags. Staline a peur qu'une sorte de figure napoléonienne émerge de ses rangs. C'est dans le corps des officiers qu'il pourrait rencontrer une opposition. C'est pour ça qu'il effectue une purge, parce qu'il craint un coup d'État. En 1939, 3 maréchaux, 13 généraux, 57 commandants et plus de 50% des officiers supérieurs de l'armée sont en prison ou ont été exécutés.
Staline s'est débarrassé de la plupart des officiers. L'armée russe n'a plus de dirigeants et dispose de vieux matériel. En comparaison, les Finlandais sont particulièrement inventifs. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une petite armée et aucun canon anti-char? Vous improvisez. Voici un cocktail Molotov. Pendant la guerre d'hiver, les Russes affirmaient larguer des colis de nourriture en Finlande. Les Finlandais ont répondu, puisque Molotov, le ministre des Affaires étrangères, dit nous envoyer des paniers pique-nique, qu'ils s'attendent à recevoir des cocktails en retour. C'est une arme très simple. C'est une bouteille en verre remplie d'essence. Il faut une mèche, par exemple un bout de chiffon trempé dans de l'essence. On allume la mèche, on lance le tout, et lorsque la bouteille atterrit sur un véhicule, elle explose et il prend feu. C'était tellement efficace que les Finlandais ont fabriqué 450 000 cocktails Molotov pendant la guerre. Et ça a marché. Ils ont réussi à repousser l'armée russe. Les Finlandais utilisent toutes sortes de moyens très innovants pour tuer les soldats russes. Il faut dire qu'ils ne manquent pas de cibles. Il y a plus de Russes que nous n'avons de balles, a dit un Finlandais. Il y a tellement de corps que nous ne savons pas où les enterrer. 250 000 Russes meurent contre seulement 25 000 Finlandais. En mars 1940, Staline craque. Il signe un traité de paix avec la Finlande. Le fait que la Grande Armée Rouge ait subi une telle humiliation dans les forêts finlandaises explique pourquoi Hitler était convaincu qu'il pourrait facilement envahir la Russie. Hitler ne réalise pas que l'Armée Rouge a beaucoup appris des Finlandais. Entre autres, comment se battre pendant une guerre d'hiver. Les Finlandais étaient bien mieux préparés. Ils portaient des vêtements plus chauds, ils avaient un bataillon spécial de skieurs, ils utilisaient du camouflage blanc. Les Russes ont dû s'adapter et trouver un moyen de se battre dans ces conditions. Mais Hitler n'est pas encore prêt à attaquer la Russie. Son attention est tournée vers l'Ouest. « 10 mai 1940. 394 165 soldats du corps expéditionnaire britannique sont basés en France et en Belgique. Ils attendent l'arrivée des Allemands. L'attaque est imminente. « 29 divisions allemandes soutenues par plus de 2500 avions envahissent la Belgique et les Pays-Bas. Leur objectif ? Atteindre les ports de la mer du Nord. Mais les Alliés les attendent. Le commandant français, le général Gamelin, ordonne immédiatement aux troupes britanniques et françaises de traverser la frontière belge et de mettre à exécution le plan D, une stratégie imaginée par Gamelin pour contrer l'assaut allemand. 94 divisions françaises, accompagnées de 9 divisions britanniques, avancent pour tenter de rejoindre les 22 divisions belges qui se trouvent sur une ligne entre Bréda et la rivière d'Isle. Un contingent de plus d'1 million d'hommes. Les Alliés ont 1000 chars de plus que les Allemands. Mais malgré ce qui s'est passé en Pologne, les Alliés ne sont pas préparés au blitzkrieg allemand. Les Britanniques et les Français se sont éparpillés. Les Allemands étaient tous au même endroit, concentrés sur un bastion qu'ils voulaient absolument conquérir. Au sud de cette ligne, la Meuse, qui traverse la forêt ardennaise, n'est gardée que par 6 divisions françaises actives et 6 divisions de réservistes. Ces troupes sont plus faibles et moins bien préparées que les divisions parties au nord. La ligne de la Meuse n'avait pas besoin d'être mieux défendue. La forêt des Ardennes était impénétrable. La forêt est dense et traversée par de nombreux cours d'eau. Les Français étaient persuadés qu'aucune armée ne se risquerait à passer par là. Imaginez la surprise des Alliés quand ils ont compris que les Allemands envoyaient leurs panzers à travers les Ardennes.
La route pour accéder aux Ardennes était complètement embouteillée. Les avions de reconnaissance français ont repéré tous ces véhicules. L'information est remontée au centre de commandement, mais la menace n'a pas été prise au sérieux. C'est ridicule, personne ne va passer par les Ardennes. 7 divisions blindées, 35 d'infanterie et 3 divisions motorisées se feraient laborieusement un chemin à travers les Ardennes. En théorie, la tâche est simple. Traverser la Meuse et rejoindre la côte. L'objectif étant de couper la ligne de ravitaillement de l'armée des Alliés au nord. Mais l'opération est plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Imaginez la complexité de la chose. Il faut réussir à faire passer 134 000 hommes et 40 000 véhicules dans un labyrinthe de petits chemins à travers la forêt des Ardennes. Ils ont envoyé des éclaireurs sur place déguisés en civils. Ces hommes ont pu préparer le terrain à l'avance pour le passage des troupes. L'armée doit s'emparer de points stratégiques et contrôler 4 routes dont les troupes auront besoin. Les chars ont été guidés avec précision à travers la forêt. L'opération est un franc succès. Bien que la stratégie ait été élaborée par l'un de ses généraux, Erich von Manstein, Hitler s'approprie la réussite de l'opération des Ardennes. Hitler avait une haute estime de lui-même. Après la victoire des Ardennes, il s'est vraiment mis à croire qu'il était infaillible. Les blindés du général Rommel ne mettent que 2 jours à atteindre la Meuse. Plus au sud, à Sedan, le général Guderian, l'inventeur du Blitzkrieg, est coincé. Les Français campaient sur leur position dans les bois de la Marfée au-dessus de Sedan. Guderian n'avait rien pour les déloger, parce que son artillerie était coincée à l'arrière des lignes allemandes. Tout semblait indiquer que Guderian allait se retrouver bloqué par la ligne de défense française. Mais c'était sans compter sur le Blitzkrieg. Un millier d'avions ont été réquisitionnés. Ils ont quitté la Belgique et sont allés bombarder les hauteurs de la Marfée. La Luftwaffe lance ce qui est à l'époque la plus grande opération de bombardement prolongée jamais entreprise. Le pilonnage dure 8 heures. Les avions passent 3940 fois au-dessus de la Marfée. Parmi ces appareils, on dénombre 200 Junkers 87 ou Stuka. Ces bombardiers en piqué sont capables à la fois de mitrailler et de bombarder. Le Stuka est un avion particulièrement effrayant. Il peut descendre en piqué et s'approcher très près du sol. Ces bombes de 250 kg sont larguées juste au-dessus de l'ennemi. Non seulement les bombes des Stuka font des dégâts considérables, mais le bruit des descentes en piqué de ces appareils est terrifiant. L'avion est équipé d'une trompette de Jéricho, une sirène fixée au train d'atterrissage. Quand l'avion entame sa descente, la sirène se déclenche et produit un son qui glace le sang. Le bombardement sans relâche des Stuka brise le moral des Français. Les soldats fuient, la ligne de défense recule. La voie est libre pour Rommel et Guderian. Leurs troupes se dirigent vers la côte, prêtes à en découdre avec les 400 000 hommes du corps expéditionnaire britannique. « 14 mai 1940. Les Pays-Bas se rendent, terrassés par le Blitzkrieg. En France, l'armée allemande a réussi à contourner les forteresses de la ligne Maginot. Les ports du Nord se retrouvent dangereusement exposés. Rommel et Guderian sont 2 grands adeptes du Blitzkrieg, cette manière d'attaquer vite et fort avec des blindés. Ils foncent dans le tas et ne s'arrêtent pas. En 10 jours, ils ont progressé de 240 km vers la Manche.
Leur avancée est si rapide que les lignes de ravitaillement des panzers de Rommel se retrouvent trop étirées. C'est à ce moment-là que les Alliés décident de riposter. Si les Alliés sont capables d'organiser une contre-attaque efficace, ils pourraient couper cette ligne de ravitaillement. Les panzers se retrouveraient isolés. Depuis la ville assiégée d'Arras, le vicomte Gort, le commandant en chef du corps expéditionnaire britannique, décide de lancer l'opération Frankforce. Les forces d'attaque sont censées rassembler 15 000 hommes. Dans la confusion, seuls 2000 soldats partent sur le front, accompagnés de 74 chars. La bataille révélera à la fois les faiblesses et les forces du Blitzkrieg allemand. En raison d'un manque de matières premières, le Centre allemand de développement et de production des armes a décidé de remplacer les canons de Panzer de 5 cm par des canons de 3,7 cm. Guderian était furieux, et il avait raison de l'être. L'opération Frankforce servira de test au nouveau Panzer III. Remplacer le canon des Panzer III s'est révélé une catastrophe pour les Allemands. Rommel s'en est vite rendu compte lorsqu'il a dû faire face à la contre-attaque des Alliés. Les Britanniques sont équipés de chars Matilda II. Ces blindés, armés du canon ordonnance de Ponder, transpercent les lignes de défense allemandes. En comparaison, les tirs des Panzers rebondissent sur le blindage des Matilda. À Arras, les Matilda font des ravages. Les chars britanniques ont été très efficaces. Ils ont réussi à causer beaucoup de dégâts, à tel point qu'ils ont failli anéantir l'armée de Rommel. Impuissants, les panzers de Rommel reculent devant la charge britannique. Mais Rommel va se montrer à la hauteur de sa réputation. Qu'a fait Rommel? Il a attiré les chars britanniques dans une zone à découvert et s'est mis à les pilonner à l'aide de canons anti-aériens. Ces canons étaient utilisés pour abattre des avions, pas des chars. Mais Rommel était créatif. Il aimait innover. Et ça a marché. Il a sauvé ses hommes et leur a permis de garder leur position. La contre-attaque réussie de Rommel montre à quel point ses divisions blindées sont polyvalentes. Mais son imprudence inquiète un haut commandement déjà extrêmement préoccupé. Hitler hurle depuis des jours que les divisions de Panzer sont surexposées. Il veut que ces blindés se regroupent et se protègent. À ce moment-là, le haut commandement allemand reprend les rênes. Plus de 300 000 soldats du corps expéditionnaire britannique se sont rassemblés dans le port de Dunkerque. Après la déconvenue à Arras, Hitler est indécis. Rommel et Guderian reçoivent finalement l'ordre de s'arrêter. Les Allemands avaient plusieurs bonnes raisons de donner ce fameux ordre d'arrêt. Premièrement, les panzers n'étaient pas faits pour les combats en ville. Essayer de les faire entrer dans Dunkerque serait compliqué. Ce n'était pas une bonne idée. Ensuite, la région était marécageuse. Tout le monde le savait depuis la Première Guerre mondiale. Pourquoi envoyer des divisions blindées en terrain inadapté? Un événement a fini de convaincre Hitler. Hermann Göring lui-même a pris contact avec le Führer et lui a dit « La Luftwaffe est une organisation nationale socialiste. Laissez-nous terminer le travail. On va s'occuper des Britanniques et tout le mérite vous reviendra. » Mais la Luftwaffe ne réussira pas à tenir ses engagements. L'ordre d'arrêt d'Hitler permet à la Royal Navy de monter l'opération de sauvetage la plus célèbre de la guerre. Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, sous des tirs ennemis constants, une flotte de plus de 800 navires britanniques allant du destroyer au petit bateau de plaisance traverse la Manche. Elle va réussir à transporter 338 226 soldats britanniques et français
de Dunkerque jusqu'en Grande-Bretagne. Churchill décrira ce sauvetage comme un miracle de délivrance. Si les Allemands avaient décidé de faire prisonnier les troupes britanniques, Churchill n'aurait jamais réussi à convaincre son peuple de poursuivre la guerre. Il n'y aurait plus eu assez de soldats. Les Britanniques célèbrent Dunkerque comme une victoire, mais bien sûr, c'est une terrible défaite. On estime que les Britanniques laissent derrière eux 75 000 tonnes de munitions, 64 000 véhicules et 2500 canons. Il faudra attendre 1943 ou 1944 pour que l'armée britannique remplace tout cet équipement. Le plus important, c'est que les soldats aient pu rentrer. C'est ce qui a permis à Churchill de convaincre ses collègues du gouvernement que la guerre devait continuer. Beaucoup de gens étaient contre. La situation est encore plus préoccupante pour les Français. Ils ont perdu 38 de leurs 103 divisions pendant le Blitzkrieg. Les troupes restantes doivent maintenant faire face seules aux Allemands. Les Français se sont sentis abandonnés. Finalement, les Britanniques n'ont pas été de bons alliés. Ils s'étaient sauvés au lieu d'aider la France. Mais en France, la bataille n'est pas terminée. L'armée française tente de rassembler ses forces pour défendre Paris, mais elle est ralentie par une tragédie qui touche les civils. Les bombardiers allemands n'avaient aucun scrupule. Ils ne ciblaient pas seulement les soldats, mais aussi les civils. Aux Pays-Bas, les avions de la Luftwaffe ont lâché un tapis de bombes sur Rotterdam. 1000 personnes ont été tuées et plus de 80 000 ont dû fuir la ville. La nouvelle de ces terrifiants raids aériens se propage rapidement en France. Ces raids ont eu un impact très important sur la population française. Les Français s'attendaient à subir des bombardements intenses. Alors 10 millions de gens ont pris la route, 10 millions de déplacés intérieurs. Le problème, c'est que tous ces hommes et ces femmes ont fini par boucher les routes et l'armée française n'a pas réussi à se rendre là où on avait besoin d'elle. Malgré tout, certains Français continuent de se battre. Les Allemands ont perdu 2 fois plus d'hommes dans les 2 semaines qui ont suivi Dunkerque qu'au cours des 2 semaines qui ont précédé l'évacuation. Le 10 juin, le gouvernement français abandonne Paris et se replie. 6 jours plus tard, la France demande l'armistice et instaure un gouvernement provisoire, le régime de Vichy, dirigé par un héros de la Première Guerre, le maréchal Pétain. Le nouveau gouvernement, qui accepte de collaborer avec l'envahisseur nazi, ordonne aux troupes françaises de déposer les armes. Les Français ont fait ce qu'ils ont pu, mais soyons honnêtes, ils ont été très largement dominés. Le 22 juin 1940, Adolf Hitler et Hermann Göring acceptent la capitulation sans condition des Français. L'armistice est signé dans la même voiture de chemin de fer qui a servi de cadre à l'armistice de la Première Guerre mondiale. Si vous voulez vous faire une idée de ce que signifie la défaite française pour Hitler, regardez où a été signé l'armistice. C'est Hitler lui-même qui a exigé que la voiture de 1918 soit réutilisée. Elle a été sortie d'un musée, placée à Compiègne, et les Français se sont rendus. C'était plus que symbolique. Hitler tient sa revanche. En moins de 2 mois, les Britanniques et les Français ont perdu 103 000 hommes. Les Allemands, seulement 27 000. Le Blitzkrieg sur la France a été redoutable. Les Allemands ont réussi à accomplir en seulement 7 semaines ce qu'ils avaient été incapables d'accomplir en 4 ans pendant la Première Guerre mondiale. L'armée nazie paraît invincible. La bataille pour la France est terminée. Celle pour la Grande-Bretagne est sur le point de commencer.